Super, super. Bon, bah écoute, bienvenue officiellement alors. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Oui, donc moi, je voulais te parler spécifiquement pour, comme je te disais, pour que tu nous racontes un petit peu les débuts de Paper Nest. Voilà, l'idée, c'est qu'on a aussi beaucoup de startups dont on entend parler et qui nous inspirent aux États-Unis, à l'international, etc. Mais il y a des choses qui se passent en France, on n'est pas forcément au courant. Et voilà, raconter un petit peu bah, comment vous avez démarré. Et comment vous y êtes pris, l'intention de départ, etc. Par exemple, comment est-ce que tu as rencontré et connu ton associé? Mon associé. Bonjour et merci déjà. Euh, mon associé, je l'ai rencontré en prépa. On était en classe préparatoire ensemble. Euh, on n'était pas meilleurs potes du monde, mais on se fréquentait pas mal. Et puis après, lui est parti en école. Moi, je suis parti aussi en école, dans des écoles différentes. On a fait un peu notre bonhomme de chemin. Et à un moment donné, on s'est retrouvés tous les deux dans deux cabinets de conseil différents. J'étais chez McKinsey, moi j'étais dans un cabinet qui s'appelait Advanti, qui s'appelle toujours Advanti. Euh, et, euh, et lui s'est dit, c'est lui qui s'est dit, OK, j'ai une idée entrepreneuriale, j'ai envie de faire quelque chose. Moi, j'étais plutôt bien, ça se passait bien pour moi, mais j'ai toujours eu un peu cette graine entrepreneuriale. J'avais déjà fondé une première boîte quand j'étais en école, qui n'a pas fonctionné. Mais tu vois, j'ai toujours eu un peu cette idée-là. Il Hmm. paraît que quand je suis rentré d'ailleurs en conseil, à mon entretien d'embauche, il m'avait dit, mais quand tu partiras du cabinet, ça sera pour aller où? Et je leur avais dit, ce sera pour monter ma boîte. D'accord. Et moi, je m'en souvenais pas, mais il s'en souvenait quand je suis parti. Et effectivement, donc du coup, 2 ans et demi plus tard, il est venu me voir et il m'a proposé l'idée de Paper Nest, qui était une bonne idée, hein, mais au-delà de l'idée, je me suis dit, OK, en fait, ça m'intéresse de bosser avec ce mec-là. D'accord. Euh, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je sais que si je monte un jour un projet entrepreneurial, il a plus de chances de réussir si c'est avec lui que sans lui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, enfin, autant des idées, il y en a tout le temps, autant des opportunités de bosser avec ce mec-là, il n'y en a pas tout le temps. Ouais. Et donc, j'ai sauté dans l'aventure à ce moment-là. D'accord, ok. Et donc, son idée de départ, c'était déjà plus ou moins défini comme ça, ou c'était juste le secteur, ou est-ce qu'il y avait un truc bien précis? La toute première idée de départ, c'était d'aider les gens qui déménagent à réaliser leurs formalités administratives, mais on ne pensait pas le faire gratuitement. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, combien sont prêts à payer les gens pour qu'on prenne un peu en charge leur galère lors du déménagement. Donc, le pain point était vraiment identifié. Par contre, on ne pensait pas le faire gratuitement. Et c'était à peu près en même temps qu'il me proposait le projet. Lui avait déjà fait un peu une étude de marché. Et il est allé voir à l'époque le directeur marketing de Bouygues Télécom, qui l'a reçu, et aussi le PDG de Direct Énergie, qui l'a reçu très gentiment. Euh, il leur a expliqué l'idée. Et il leur a dit, mais est-ce que vous accepteriez quand on vous envoie des clients? Et les mecs lui ont répondu en cœur, mais non seulement on accepterait, mais en plus on serait même prêt à te payer pour ça. Euh, Ça s'appelle l'affiliation, c'est vieux comme le monde. Ça existe depuis des dizaines d'années. Et bon, voilà, nous on était des jeunes frémoulus sortis d'école, on ne connaissait pas ça, Ouais. mais eux ça leur paraissait évident, et donc ils nous ont dit, bah ouais, en plus on va te payer pour ça, quoi. Et donc, on a commencé à réfléchir au truc et on s'est dit, mais en fait, là, on tient une vraie idée, c'est que combien les gens sont prêts à payer pour ça, je ne sais pas, peut-être pas grand-chose. Et en tout cas, il y en a qui sont prêts à payer, mais pas tous. Du coup, c'est vraiment un business model de ce qu'on appelle aujourd'hui de la relocation, assez haut de marché avec des gens qui sont prêts à payer pour que tu gères leur truc. Et on s'est dit, maintenant, en fait, si on fait payer les fournisseurs, là, on est sur un business model de masse où tout le monde peut recourir à ce service-là parce que ça ne coûte pas plus cher. Et du coup, là, on a un vrai truc et ça peut vraiment décoller. Ouais, d'accord. Donc, ouais, au fait, je réalisais pas, mais en fait, oui, le service, le business model, il repose sur l'affiliation, donc les revenus payés par les opérateurs pour les contrats achetés, et c'est gratuit pour les personnes qui souscrivent à ces contrats, quoi. Exactement. Tu es D'accord. chez Angie, par exemple. Tu vas
ou alors t'es chez, on va dire que tu es chez EDF, tu vas chez Engie, je vais le faire simple, Engie va nous rémunérer pour leur avoir apporté un client, tu es chez Engie, tu restes chez Engie, Engie va nous rémunérer pour avoir conservé un client dans Ah cette oui. phase de déménagement qui est toujours un peu, c'est une phase de forte attrition pour les fournisseurs, tout le monde se repose un peu les questions, il y a plein de gens qui se disent, ah ben, je déménage, tu es obligé de faire des démarches administratives, donc c'est l'occasion bien souvent de tout recomparer. Et donc, en fait, eux, ils veulent soit acquérir, soit conserver des clients lors de cette phase de vie. Bah, alors, le pain point côté consommateur, c'est la personne qui déménage, vous l'avez identifié comment? Est-ce que vous l'avez affiné un petit peu? Vous vous êtes dit, enfin, vous le saviez parce que d'expérience ou On l'avait vécu d'expérience en tant qu'étudiant jeune pro. ouais. On a tous les deux pas mal déménagé, fait aussi des parties de nos études à l'étranger. Donc, quand on revenait, il fallait tout reprendre, etc. Et donc, on avait vécu un peu ce truc-là de se dire, qui n'était pas tout à fait naturel, déjà à l'époque pour nous, jeunes étudiants, de se dire, en fait, il faut appeler un mec au téléphone, il va nous poser des questions, puis on aura un contrat. Enfin, c'était pas très naturel pour nous. Mon associé s'est quand même trouvé à un moment donné sans électricité chez lui, parce que il l'avait pas fait et qu'ils l'ont coupé, quoi. Ouais. Et donc on l'avait bien senti. Après, on l'a affiné aussi, notamment avec l'expérience qu'on évoquait là tout à l'heure, qui est de mettre en location un appartement pour avoir des témoignages clients. En fait, assez rapidement, on s'est attaché à avoir des témoignages clients, pas forcément des études quanti, etc., dont on savait qu'on n'allait pas arriver à tirer grand-chose, mais on voulait un peu de quali des gens qui étaient dans ce moment de vie-là. Nous, on a un business model particulier qui est vraiment basé sur le moment de vie. En fait, tant que tu déménages pas, tu t'en fiches un peu de tout ça. Et le jour où tu déménages, tu as quelques jours ou quelques semaines où en fait ça t'intéresse, quoi. Et donc, on voulait interviewer des gens qui sont dans ces quelques semaines-là, ce qui n'est pas évident. On a pensé à plusieurs trucs, aller devant des agences IMO, faire la queue, etc. Mais en fait, quand tu cherches un logement, tu n'es pas encore dans ce moment de vie-là. C'est trop tôt pour toi, tu n'y réfléchis pas. Donc, c'est très compliqué d'aller choper les mecs dans ce moment de vie-là. Et du Mais coup, ce qu'on a fait, pourquoi vous vouliez faire des interviews? C'est quoi ce qui vous poussait à faire des interviews? on voulait comprendre si ce que nous, on jugeait compliqué, si ce pain point, c'était un vrai pain point, quoi. Si ce que nous, on jugeait compliqué, pour les gens, c'était vraiment compliqué, ou en fait, pas du tout. Ouais. Euh, on voulait comprendre ça, et on voulait comprendre une deuxième chose, c'est est-ce que les gens étaient prêts euh, à dire, si c'est plus simple, je vous laisse gérer, ou est-ce que les gens avaient besoin de s'impliquer? Quel était le degré d'implication que les gens voulaient sur leur contrat? Et le degré de finesse, de choix, etc., qu'ils avaient envie d'avoir. Et alors, qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de ces interviews? Deux conclusions assez simples. La première, c'est qu'effectivement, c'était un pain point pour tout le monde. Euh, et quand tu ouvres un peu la boîte, tu as des gens qui te racontent des appels téléphoniques ubuesques avec des gens qui ne parlent pas français à des heures incroyables. Enfin, bref. Des trucs où ils n'y arrivent pas, quoi. Et puis, on s'est rendu compte que tu avais plusieurs typologies de contrats. Déjà que tu avais un petit peu un séquencement, c'est-à-dire qu'en général, quand tu vas dans un nouveau logement, en premier, tu fais une assurance habitation, parce que tu en as besoin pour arriver, et puis après, juste derrière, mais c'est à quelques jours près, mais c'est pas tout à fait en même temps, tu vas pouvoir faire électricité et box. En vrai, tu peux faire tout d'un coup, hein, mais en général, ça se passe comme ça. Et puis, on s'est rendu compte que typiquement, un contrat d'électricité, les gens n'avaient pas un attrait hyper fort pour savoir quel fournisseur ils voulaient ou quelle offre ils voulaient. En fait, même la plupart du temps, ils ne comprenaient pas exactement comment étaient calculés les prix. Et l'enjeu là, c'était plus d'être pédagogique pour qu'ils comprennent ce qu'ils avaient, plutôt que de recueillir leurs sentiments. Par contre, sur de la telco, et notamment la box Internet, là, on s'est rendu compte que tu avais beaucoup, beaucoup plus de velléité client et que les gens étaient très précis. Tu as des gens qui arrivaient en te disant je veux du SFR. Tu as des gens qui arrivent aussi en te disant je ne veux pas du SFR. C'est assez marqué et en fonction des expériences qu'ils ont eues, ils veulent ou ils ne veulent pas certains fournisseurs. Tu as des gens qui veulent absolument certaines
certains services comme les communications à l'étranger. Tu as des gens qui arrivent en te disant je veux appeler le Maroc ou la Tunisie en illimité sur les mobiles, c'est hyper important pour moi, je le fais tous les jours. D'autres n'ont pas du tout ce genre de besoin. Et puis tu as des trucs aussi des besoins de chaînes de télévision. Il y a des gens pour qui, s'il n'y a pas Equidia compris dans le pack machin, je cite Equidia, mais c'est pas n'importe laquelle, et ben ça le fait pas, quoi. Et donc en fait, tu te retrouves quand même avec certes plein d'offres sur le marché, mais aussi des consommateurs qui ont vraiment des visions assez précises. Et du coup, on a vraiment compris ça que autant en énergie, ça allait être à nous d'être pédagogique, en assurance aussi, pour expliquer ce qui était compris, pas compris et la manière dont on calculait le prix. Autant en box Internet, ça allait être à nous d'écouter le client, de comprendre ce qu'il voulait et parmi ça de le conseiller, mais entre guillemets, que les gens étaient beaucoup plus matures sur le sujet. Ouais. Et, du coup, tu penses, est-ce que vous avez essayé d'attaquer le marché par un type de client spécifique, en disant, tiens, plutôt, je sais pas moi, les expatriés ou plutôt les étudiants ou plutôt les familles? Est-ce que vous avez eu une approche comme ça? Au tout début, on a essayé de faire les étudiants et jeunes étudiants. Ouais. Alors, c'était un peu. C'était basé sur une réflexion assez simple qui était de dire, d'une part, ces mecs nous ressemblent et doivent avoir à peu près les mêmes besoins que nous. Donc, ça nous semblait plus simple à gérer. Et d'autre part, on était sur plein de groupes Facebook de gens qui déménageaient, etc. Et on s'est dit, OK, si on poste un peu des messages sur ce genre de groupe, on devrait pouvoir obtenir des premiers clients comme ça et des gens qui nous font confiance. Bon, ça a un peu marché, mais pas tellement. On a eu quelques clients par ce genre de groupe, mais euh, sans que ça soit très scalable, sans qu'on puisse vraiment comprendre. Et puis après, assez rapidement, on a quand même étendu le truc en se disant que justement, on a réalisé que le fait que notre produit, il fallait surtout pas, j'ai envie de dire, qu'on fasse un marketing de population et qu'on se dise, je segmente la population comme ça et mon produit, il est pour tout ce qui est persona, etc. On a assez vite compris que ouais, il y avait des personas, c'était important de les travailler, etc. Mais que nous, notre produit, il s'adressait à l'ensemble de la population des gens qui déménagent. Alors, tu as un peu plus de jeunes qui déménagent, une fois que tu es un peu plus âgé, un peu plus avancé dans la vie, en général, tu achètes. Enfin, il y a des gens qui achètent et du coup qui sont moins mobiles. Dans les populations jeunes, il y a plus de locataires et donc des gens un peu plus mobiles. Mais donc notre clientèle reflète forcément le reflet est forcément le reflet pardon, de ces gens qui déménagent. Mais par contre, c'est tout le monde, quoi. Donc c'est des jeunes urbains à Paris, mais c'est aussi des gens plus âgés en province, en campagne. Et assez rapidement, on s'est dit que si on voulait offrir un service complet, ben, on allait vers tout le monde. Ouais, t'es sur le moment de vie plus que la persona. Mais alors, du coup, comment tu fais pour cibler? C'est plus compliqué. Enfin, je sais pas, du coup, pour trouver les clients de manière systématique un petit peu. Sur un moment de vie, Ah oui, alors il y a plein de moyens possibles, etc. Mais nous, les premiers tests qu'on a fait et qui ont commencé à fonctionner, c'était de l'acquisition payante. C'était de l'acquisition payante parce que les gens tapent en fait déménagement, formalité liée déménagement. Enfin, ouais, c'est des mots-clés. En fait, quand tu es en train de déménager et que tu dois gérer tout ça, une de tes premières intuitions, c'est de te tourner vers Google ouais. et de lui demander comment on doit faire. Et donc, les gens tapent quand même ce genre de requêtes assez facilement. Et donc là, tu as des gens qui sont quand même bien dans le moment rose. Ouais, ouais. D'accord, ouais. Ouais. Euh, ok, j'ai une question qui n'est pas sur le process, mais tu sais, on parle de la passion et l'entrepreneur d'être passionné par le problème, etc. J'ai du mal à comprendre qu'on peut avoir une passion pour les démarches administratives. Vous, vous n'êtes pas spécialement passionné par le sujet, non? C'est plus une décision consciente de partir là-dessus et du coup, la motivation, elle est.
c'est quoi ce qui t'a drivé à faire ça, en fait, quelque part, à part le fait de faire une entreprise, même le fait de faire une entreprise, pourquoi, en fait? Il y a deux. Non, je ne suis pas passionné par les démarches administratives. Euh, c'est pas ça qui me fait me lever tous les matins. Euh, c'est vrai qu'on dit souvent que les entrepreneurs doivent être passionnés par leur sujet. Je suis pas, je suis pas 200% convaincu par cette idée. Pour deux raisons. La première, c'est que, enfin, la première, c'est qu'il y a plein de choses à faire en fait, et tu peux pas être passionné de tout. Il y a des choses plus ou moins passionnantes. En plus, dans ton quotidien, enfin, moi, les démarches administratives, c'est pas mon quotidien. Mon quotidien, c'est de monter une boîte, c'est de créer des process, c'est de résoudre des problèmes. C'est pas de faire des démarches administratives. Et si j'avais voulu me lancer dans par exemple, moi j'aime beaucoup le vin et l'œnologie, si j'avais voulu me lancer dans une boîte liée au vin et à l'œnologie, ben, en fait, je pense que j'aurais été déçu parce que, in fine, mon job n'aurait pas grand-chose à voir avec ma passion. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que les métiers passion, enfin, si j'avais lancé une boîte autour du vin, peu importe ce que ce serait, j'aurais eu une concurrence assez forte de jeunes startups parce que c'est une passion relativement commune et qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de lancer des choses là-dedans. Et donc, du coup, ça fourmille d'idées plus que des domaines qui sont moins passionnants, mais où les gens ont quand même besoin. Moi, ce qui me passionne au quotidien, c'est plutôt de construire, de résoudre des problèmes, d'apporter des solutions aux gens, de voir que les clients ils sont contents, qu'on leur a fait gagner du temps, euh, qu'on construit, euh, qu'on construit avec eux un truc bien et que ça sera encore mieux pour les clients d'après. C'est plus ça Ouais, qui me passionne que l'univers des formalités administratives en lui-même. ouais, ouais, ce qui te motive, quoi, et ce qui te pousse à faire ça, ouais. Alors, il y aura peut-être des univers où vraiment ça sera contraire à mes valeurs et je ne le ferai pas, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais la passion, je trouve elle est, en tout cas pour moi, pas uniquement dans le domaine, mais elle est plus dans la construction, la mission de la boîte, etc. Ouais, c'est un peu un piège, hein. C'est un peu un piège du coup, ce que tu dis. C'est effectivement les gens ont beaucoup des passions communes, mais ouais, toi, ta motivation, c'est de construire quelque chose qui rend vraiment service, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Ok. Donc si on reprend l'histoire, alors du coup, vous comprenez un peu moins les besoins clients, comment les cibler. Euh, comment vous commencez à construire je ne veux pas dire MVP, mais si les bouts de produits déjà à servir les premiers clients, comment vous vous y prenez en fait sur les 10 premiers clients par exemple, qu'est-ce que vous faites? Alors, les 10 premiers clients, en fait, on s'est donné une semaine de pause. Euh, enfin, une semaine de pause. On était en cabinet de conseil, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, OK, lundi matin, on démissionne tous les deux. Comme ça, la semaine pro, on est à fond sur la boîte. On a démissionné tous les deux et on a dealé quelque chose de super bien, respectivement, avec nos deux cabinets de conseil. C'est qu'ils nous ont laissé partir immédiatement. Donc vraiment, le lundi, moi, j'ai démissionné le lundi. Vendredi soir, j'avais fait mes affaires, j'étais parti. Lundi d'après, j'étais sur le nouveau projet. Et quand je dis qu'on s'est laissé une semaine de pause, c'est que on s'est dit, on prend la première semaine pour faire un site internet, que quand on nous cherche sur internet, on nous trouve, faire un site vitrine qui présente un peu notre activité, mettre à jour notre profil LinkedIn, faire une page Facebook, enfin voilà, faire tout ce qu'il te faut, faire des cartes de visite, un logo, tout ce qu'il te faut pour que ça ait l'air à peu près crédible. On l'a fait en une semaine. Et on s'est dit, ça, c'est notre semaine de pause. À partir de la deuxième semaine, on arrête toutes ces bêtises, entre guillemets. On ne passe pas du temps à définir un nom, on ne passe pas du temps à définir un logo ou à réfléchir à des couleurs. À partir de la deuxième semaine, on a un téléphone. Et moi, mon boulot, c'était de prendre ce téléphone, de répondre aux clients et de leur apporter le service. Et le boulot de mon associé, à cette époque-là, c'était de faire sonner le téléphone. Et donc, on a mis le numéro de téléphone sur le site Internet. Et lui, à partir de ce moment-là, il s'est concentré uniquement à driver des clients jusqu'au site pour qu'ils appellent. Et moi, d'une part, à répondre quand il y avait des clients, il y en avait quand même eu un petit peu, et d'autre part, à découvrir le métier parce que répondre au téléphone, c'était bien, mais il fallait quand même que je les aide sur la formalité administrative. Et du coup, je me suis formé sur tous les fournisseurs qui existaient, toutes les box, toutes les assurances. On a commencé à mettre en place ce truc. Et à cette époque-là, on a fait un petit peu d'acquisition de clients dans les groupes Facebook dont je te parlais. On a Ouais. mis quelques messages, ça nous a fait 2-3 clients.
Et puis après, pas mal de friends and family à qui on a dit à nos amis, à notre famille, en fait, ça nous aiderait si vous pouviez devenir client. Donc, appelez-nous, même si vous ne déménagez pas, dites-nous que vous avez envie de changer de contrat d'électricité ou de box Internet. Et nous, ça nous entraîne parce que on fait les démarches, on a quelqu'un au téléphone, et voilà, et on a appris le métier parce que en fait, c'est pas évident d'avoir quelqu'un au téléphone, de faire un temps de truc, de prendre ses notes, etc. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu devais avoir un suivi, un tableau de suivi de tout ça. Ouais. Ouais, on a mis en place un super CRM qui était une Google Sheet avec 400 colonnes euh, pour suivre un peu ce que voulaient les gens. On a fait les démarches auprès des différents fournisseurs et au fur et à mesure que tu crées des démarches, tu tombes sur des problèmes et donc tu génères une espèce de knowledge base, de base de connaissances pardon, de ce qui peut se passer. Donc la première fois que tu as tel sous-cas de ah ben mince, on s'est planté dans le numéro de téléphone, le mec il peut plus recevoir le SMS et il peut plus activer sa box. Ouais, comment on fait? Donc il faut appeler tel numéro, tel machin, tel truc. Et donc ça nous a permis aussi d'avoir notre base de connaissances de tel problème chez tel fournisseur, appeler tel numéro, taper tac, 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 et puis après tu arrives à un opérateur et c'est là où ça marche, on peut faire le truc. Et voilà, donc on a résolu les problèmes les uns après les autres comme ça. Et ça nous a permis en fait d'apprendre le métier parce que franchement, au début on était nuls, enfin, Ouais. on n'était pas meilleur qu'un particulier. Ça nous a aussi renforcé dans l'idée qu'on était sur un vrai pain point parce que nous qui n'y connaissions rien, pour aider les gens, c'était pas si simple, quoi. Il fallait vraiment qu'on. Tu vois, il y avait un step-up important à faire pour comprendre comment tu faisais correctement une box Internet et toutes les erreurs à ne pas faire, tous les cas Ouais. qui pouvaient amener à ce que tu ne reçoives pas le truc ou pas dans les délais. Voilà. Ouais. Mais en plus, c'est la base de connaissances que tu as, elle est changeante en fonction des offres des opérateurs, etc. Donc, Ouais, c'est- la base de connaissances, elle est évolutive ouais. en fonction des offres et aussi en fonction de leur process. C'est-à-dire qu'au début, on avait soit pas de contact avec les opérateurs, soit des contacts distants avec les opérateurs où ils nous disaient ok, tu peux vendre mon truc, mais m'embête pas, ne me pose pas de questions, quoi. Ouais. J'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Ouais. On n'avait pas accès à toute la formation qu'ils peuvent nous amener aujourd'hui, à tous les outils qu'ils peuvent nous amener aujourd'hui, etc. Et du coup, on, on rétro-ingénierait un petit peu le process que eux avaient mis derrière en disant ah mais ouais, en fait si on fait ça, ça et ça, le mec il va recevoir un SMS avec ce code et du coup il peut débloquer le truc. Ouais. Si on s'est planté là, tu tapes ça sur tel serveur vocal interactif, tu peux arriver à un mec qui le résout, etc. Donc Ouais. en fonction des offres et aussi en fonction des process qu'ils ont mis derrière qu'on ne connaissait pas et qu'on devait découvrir pour essayer de se faufiler, quoi. Ouais. Ouais, alors tu avais ta semaine, j'aime bien, tu l'as mis la semaine à rien faire, je ne sais plus comment tu l'appelais, mais au fait, vous avez fait plein de trucs. Après la semaine client, là, où tu commences à servir les premiers clients, c'était quoi l'étape, l'objectif que vous êtes fixé? Est-ce que vous raisonnez par semaine, comme ça, ou comment Ouais. vous avez fonctionné pour le passer à la phase suivante? Sur les 6 premiers mois, on a pas mal fonctionné par semaine. D'accord. Que d'ailleurs je fais toujours, parce que je vois toujours mon associé une fois par semaine, tous les lundis soirs. Euh, et on a beaucoup fonctionné par semaine avec des objectifs à la semaine. Et typiquement, l'objectif de la première semaine, c'était d'avoir au moins un ou deux clients, et puis de les faire correctement, et puis d'apprendre énormément de choses, etc. etc. Et on a évolué comme ça pendant quelques semaines, avec des choses plus ou moins simples. Je me souviens d'une semaine où on a fait 0 client. Tu vois, première semaine de boîte, on a fait 0 client, mais on n'avait pas encore acheté un téléphone. Deuxième semaine, on a commencé à faire des clients, puis on avait quand même un petit peu de membres de la famille, des amis qui nous ont appelés, donc ça fait quand même quelques clients. Et puis il y a eu un moment où il y a une semaine où on a fait 0 client. Et putain, un vendredi soir, quand tu finis la semaine et que tu as fait 0 client, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Et puis voilà, puis on s'est remotivé, puis on a recontinué nos trucs de Facebook. On a essayé plein de trucs, hein, à l'époque. C'est On a envoyé des emails à des gens. Enfin, on a fait plein de trucs, quoi. c'est un peu dur parce que tu te dis ça sert à rien ou pourquoi c'est un peu dur dans quel sens? C'est un peu dur parce que tu as fait 0 € de chiffre d'affaires
Et en fait, tu dis, je me fixe un objectif de faire 2, 3, 4 clients dans la semaine, tu vois, et en se disant, bah, la semaine prochaine, je m'en ferai 5, la semaine d'après 6, etc. Et Ouais, puis, je grossis vers quelque chose. Et ouais, en fait, même quand tu rates, même ce premier objectif, tu vois, c'est ouais, hyper dur. Tu dis, putain, si ouais, je suis pas capable de faire un client dans la semaine, comment je vais faire pour arriver au moment où je dois me payer, où je fais, je sais pas, quelques dizaines ou quelques centaines de ouais. clients par semaine, quoi. Euh, Vous et étiez ça déjà demande- sur le business model affiliation à ce moment-là? On était sur un business model d'affiliation, D'accord, ok. Ok. avec alors, assez différent enfin, en fait, on était sur le même business model que ce sur quoi on est aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on était payé pour les clients qu'on amenait aux fournisseurs. Par contre, on était beaucoup moins aidé d'un point de vue outils et formation de la part des fournisseurs. Basiquement, on avait un lien et un site internet qui ressemblait beaucoup à l'espace public, et puis Ouais, on faisait ça comme n'importe qui. ouais, Mais le principe était le même. Et puis, il y avait un certain nombre on n'a pas pu avoir de l'affiliation avec tous les fournisseurs dès le départ. Et ouais, puis, ce n'était pas une bonne stratégie non plus d'aller avoir de l'affiliation avec tout le monde, parce que euh, ça aurait fait beaucoup de relations à gérer pour très peu de volume de ouais, clients. ouais, Mais à la limite, c'était pas très grave si les gens nous disaient je veux tel fournisseur et qu'on l'avait pas. On faisait quand même les démarches, parce que nous, déjà, ça renseignait notre base de connaissances, ça nous permettait de progresser dans le métier. Et puis même nous, intellectuellement, on le comptait comme un client. C'est-à-dire que, ouais, d'accord, c'est un client, on n'est pas payé, mais potentiellement, si je fais la démarche d'avoir de l'affiliation sur ce fournisseur-là, ben, je serai payé un jour. Donc, je ouais. le compte comme un client et je vais à la semaine suivante. Mais quand tu as fait zéro client, zéro, 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 là, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais justement, des moments de doute ou est-ce que ça a été des fois où vous vous êtes dit, ah, bah là, on jette l'éponge, tu vois, ou est-ce que ça a été jusque-là dans les pensées, quelque part, ou est-ce que c'était vraiment, bon, allez, on y retourne, ça va passer. Je pense que le plus dur, c'était les premières semaines, ça c'est sûr. Ouais, Les 4-5 premiers mois. Notamment cette semaine où on a fait zéro client, mais pas que, parce que quand tu arrives à monter un, deux, trois clients, et puis la semaine d'après, tu fais encore un ou deux, et ça redescend, et c'est pas évident, tu vois, et tu vivotes un peu. Et c'était clairement les semaines les plus dures. C'est là où on a eu les plus forts moments de doute. Tu t'aperçois aussi, et ça nous a marqué, mais en même temps, ça nous a marqué à deux titres. Tu t'aperçois aussi qu'en fait, ta famille et tes amis, alors tu as des gens proches à qui tu dis, allez, appelez-moi et je vais faire des contrats pour vous, ils t'appellent, mais pas tant que ça en fait. Il y a plein de potes et plein de familles qui nous ont jamais appelés ou qui nous ont pas fait signe ou qui n'ont pas répondu à nos sollicitations. Et tu te rends compte que quand les gens ils n'en ont pas besoin, bah, ils ont pas, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas envie de t'aider, quoi, mais ouais, ça les intéresse pas, ils vont pas le faire comme ça, ils vont pas passer 2 heures de leur temps à prendre un risque à changer de box internet, que ça va les impacter dans leur vie courante, alors que voilà, ils n'ont pas besoin, quoi. Et du coup, ça nous a marqué à deux titres. D'une part, on s'est dit, OK, ça va pas être évident de convaincre des clients si notre famille, on n'arrive pas à les convaincre de le faire. ouais, Donc, il va falloir qu'on muscle un peu le discours. Et d'autre part, on s'est dit, ça veut dire aussi que quand on arrive à convaincre un client par un autre biais, eh ben, c'est un vrai client, quoi. En fait, les gens ne viennent pas pour te faire plaisir, quoi. bah oui, Ce qui paraît logique avec du recul, mais quand tu es jeune entrepreneur, je trouve, n'est pas si logique. Tu as l'impression que comme tu as une bonne tête et que tu proposes un truc, ton client, c'est un mec qui veut te faire plaisir. Ben non, en fait, personne ne veut te faire plaisir, quoi. Si le mec vient, ouais. c'est que tu lui rends vraiment un service, quoi. Donc ça nous a rassurés aussi de ce point de vue-là. Ouais, c'est les vrais Ouais. clients. Si les gens ils viennent pour te faire plaisir, c'est pas pour la valeur que tu crées, mais c'est Mais en fait, personne ne vient pour te faire plaisir. Moi, c'est ça mais c'est que je ça. retiens. Alors, presque personne. Tu as 4-5 potes qui vont le faire pendant la première semaine, mais 4 semaines après que tu es lancé, tes potes, ils te regardent tous de loin et personne ne vient pour te faire plaisir en disant ça doit faire 2 mois qu'il fait son truc, ça va être Ouais, super pénible et tout, je vais l'aider. Non, les gens, ils s'en foutent complètement. ouais. Euh, Donc, ce que tu dis par rapport au moment de doute, c'est cette découverte un petit peu que t'étais pas, enfin, t'étais pas soutenu autant que tu l'imaginais par l'entourage, c'est ça? non, parce que pas soutenu dans un. Enfin, moi, et je pense mon associé non plus, on n'a jamais vécu trop le côté, je pense que certaines personnes vivent,
de faire une boîte contre l'avis de leur entourage, etc. Euh, Moi, j'étais jeune fiancé à l'époque. J'avais ma femme, enfin, ma fiancée à l'époque qui pouvait me soutenir, si, ne serait-ce que financièrement, parce que je n'ai plus d'argent. Enfin, les gens soutenaient l'idée, mais entre soutenir l'idée et devenir client, Ouais, il y a un pas. Et c'est le truc de se dire, en fait, tu pars en te disant, mais en fait, tu te mets des objectifs pour les 5 prochaines semaines en se disant, OK, on va faire things that don't scale. Donc, c'est pas grave si c'est des amis, de la famille. Euh, on fait des clients. On dit qu'on en fait un la semaine prochaine, deux la semaine d'après, trois la semaine d'après, etc. Et donc, tu arrives en quatrième semaine, il en faut quatre, et tu es deux dans la boîte, hein, deux associés. Tu dis, OK, deux de ton côté, deux de mon côté, on prend 22 personnes de notre famille. Et en fait, quand tu n'y arrives pas et que tu fais zéro client, tu dis, mais en fait, ouais, même mes potes, je les appelle et ils veulent pas, quoi. ouais, Et je les ai déjà relancés 4 fois, quoi. ouais, Donc ben, juste, il faut que j'arrive à améliorer ma proposition de valeur parce que ouais, ça marche pas comme ça, quoi. ouais, ouais. Et, euh, et donc, tu as bien décrit comment vous faisiez les premiers clients. Après, comment tu commences à industrialiser, à te dire, tiens, je vais automatiser des trucs, tu commences par où, selon quoi et est-ce que ça revient, ça revient peut-être aussi à la question de l'argent. Est-ce qu'à un moment, vous avez mis de l'argent pour commencer justement à développer, à recruter? Enfin, je sais pas quelle est l'étape d'après pour vous. Euh, alors, on a mis de l'argent. Nous, on avait mis 25 000 euros à deux. Ouais, je crois que c'est ça. On avait mis 25 000 euros à deux. En gros, Dès le premier jour? ouais, dès le premier jour. Enfin, D'accord. on les a peut-être pas mis dès le premier jour parce que c'est pareil, on n'avait pas enfin, le temps qu'on fasse la structure juridique, etc., Ouais. etc. Mais on avait tapé dans la main pour avoir 25 millions à deux. Et on les a mis assez rapidement parce que, in fine, ben, enfin, on a eu quand même des petites dépenses assez rapides et un compte en banque à faire tourner, etc. Donc, c'est un truc qu'on a fait assez rapidement. Et puis, euh, et puis avec ces 25 000 euros, d'ailleurs, on n'avait pas encore de structure juridique ou quoi que ce soit, on était allé voir la BNP, Maison des entrepreneurs, et on leur a dit, voilà, on cherche ben, un prêt bancaire pour compléter. Et ils nous ont mis 25 000 euros. Ils ont prêté 25 000 euros. Ils nous ont prêté 25 000 euros, D'accord. ce qui était assez ben, très généreux de leur part euh, parce qu'à l'époque, quand tu as juste une quinzaine de slides, pas encore de structure juridique et que tu vas les voir et que tu leur demandes 25 000 euros, les mecs nous ont dit OK. Et, euh, et du coup, on avait 50 000 euros pour tester, quoi. Et avec cet argent-là, on a acheté. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a assez rapidement, au bout de quelques semaines, on a acheté des places de bureau. On a sous-loué des places de coworking. Ah oui. Mais assez rapidement, donc on n'a pas investi dans des grands bureaux, hein, mais on a senti très vite qu'en fait, dans les premières semaines, il y a une partie du temps qui était consacrée aussi à découvrir ce que c'était qu'une startup, comment on allait recruter, etc. Et en fait, on a découvert très vite que quand tu n'as pas de bureau et que tu veux rencontrer des gens, ben, c'est toi qui te déplaces. Et du Ouais. coup, tu fais 3 rencontres dans la journée, alors que, ou même quand tu veux faire du recrutement, on voulait recruter un stagiaire, bah, du coup, tu vas dans 4 cafés, tu te déplaces partout, enfin, c'est pénible. Ouais. Alors que quand tu as des bureaux et que tu veux faire du recrutement, bah, en fait, tu enchaînes 8 entretiens dans la journée, il n'y a pas de problème, tu prends une salle de réunion, c'est fini. Ouais. Et du coup, assez rapidement, on s'est dit, et puis même pour nous, on s'est dit que si on voulait être efficace, il fallait qu'on ait des bureaux. Donc rapidement, on a pris des bureaux. Et ensuite, les premières dépenses, ça a été d'embaucher une stagiaire, je crois en premier, puis deux, euh, et puis d'acheter un téléphone, d'héberger un petit site internet. Et Ouais. après, on a mis quelques milliers d'euros sur différentes initiatives marketing. Je crois qu'à l'époque, on a acheté une petite base de mail à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs petites initiatives comme ça. Il me semble qu'on a subventionné un groupe Facebook, un mec d'un groupe Facebook pour qu'il nous mette un message un petit peu visible. On a fait plusieurs petits trucs comme ça pour voir un peu si ça marchait et à faible audience. Et du coup, l'investissement dans le produit, ça venait à quelle époque enfin, et est-ce que vous avez commencé à automatiser un peu au-delà de la spreadsheet Google?
Pas tout de suite. On a d'abord scalé avant d'automatiser. Je m'explique. Au début, c'est moi qui prenais les gens au téléphone. Puis après, bon, quand ça a commencé à prendre plus de la moitié de mon temps, voire plus que mon temps, et ben, j'avais 2 stagiaires à l'époque, on était 4. Dans la boîte, on avait 2 stagiaires, donc je leur ai dit, bon, ben, arrêtez tous les sujets sur lesquels vous êtes, je sais que ce n'est pas votre sujet de stage, mais j'ai besoin d'aide, c'est vraiment des clients, donc il faut quand même qu'on les traite, ça nous rapporte vraiment de l'argent, donc on se les répartit à 3 et on fait le truc. Donc j'ai acheté 2 autres téléphones, on les a connectés tous les 3, et puis on prenait les clients comme ça. Et, et je crois que ça, c'était à peu près en mars-avril. Et ensuite, on a recruté 3 étudiants pour la période d'été, juillet, août, septembre, euh, qui, eux, sont venus vraiment uniquement pour faire la partie téléphonie. Donc, on a formé à ça. Et du coup, nous, on a pu arrêter. Et donc, moi, à ce moment-là, je ne décrochais plus le téléphone. J'avais un espèce de mini centre d'appel de 3 personnes, de 3 étudiants, qui faisaient des contrats au téléphone. Et là, mon boulot, ça a été de commencer à automatiser un certain nombre de choses. Euh, mais au début, des choses simples. Je crois que la première chose que j'ai fait, c'est justement de prendre un CRM et de mettre ma spreadsheet dans un CRM pour que quand ils aient un appel, ben, ils puissent retrouver la fiche client, on ait un nom, un prénom, Ouais, enfin, tu vois, on ouais. puisse suivre le truc, Et, qu'on ait des statistiques, etc. et vous tourniez à combien de clients par semaine quand vous avez commencé à automatiser? Euh, on tournait à 30 ou 40 clients par semaine, je dirais. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, vous avez automatisé très tard, en fait. On a automatisé assez tard, ouais. Ouais. On Ouais, a, ouais, parce qu'on avait bien compris que automatiser, enfin, d'ailleurs, ça c'est resté relativement dans notre état d'esprit, mais euh, il y a un côté top line, bottom line, revenu coût, ouais, et nous à cette époque-là, on avait bien compris que la priorité c'était revenu. Et donc, en fait, tant qu'on faisait de l'attraction et de la croissance, ça nous allait. Et s'il avait fallu embaucher 15 personnes pour le faire, bon, on aurait embauché 15 personnes pour le faire. Même si on le faisait à zéro marge, à la limite, c'était pas très grave. Ce qu'on voulait, c'était faire de la croissance, faire de la croissance. Et donc, la partie réduire les coûts, automatiser, simplifier la vie, on s'est dit, bon, on le fera quand on aura le temps, quoi. ouais. En fait, ce truc-là n'est pas forcément véridique parce qu'il y a un moment où la désorganisation, bah, ça bloque ta croissance. C'est Tu ça, peux pas embaucher 15 personnes, ça prend du temps. ouais. Donc il y a un moment où on a quand même automatisé, mais on l'a fait relativement tard. Et puis en plus, le deuxième truc dont je reste encore aujourd'hui persuadé, c'est que quand tu automatises trop tôt, ben, tu automatises mal et puis après, il faut le refaire. Ouais, Donc là, le fait d'être vraiment un petit peu dedans et de faire pas mal de manuels, ça nous a permis de ouais, bien comprendre comment ça marchait. ouais, ouais. Juste pour avoir une idée d'ordre de grandeur, tu parlais de revenus, focaliser sur les revenus. Vous faites combien par utilisateur? Je ne sais pas si tu peux partager à peu près. Non, ça, je peux pas partager parce que c'est des accords avec nos fournisseurs. Ouais, ouais, Je, ok. je pense qu'ils ne seraient pas ravis que Non, qu'on c'est partage. comprendre l'ordre de grandeur, mais c'est pas grave. On peut imaginer un chiffre pas très élevé, entre 50 et 0, quoi. Voilà, à peu près. Ouais, ok, ok. Ouais, Pas trop proche de zéro quand même, histoire qu'on ne meure pas tout de suite. bah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Et, euh, et donc, vous commencez à automatiser. Donc là, tu décides d'automatiser quoi d'abord, en fait? Ce qui est automatisable, ce qui est le plus facile à automatiser, le plus demandé? Comment est-ce que tu t'y prends pour mettre les premières briques, en fait? La première brique, ça a été automatisé déjà, enfin, rendre plus facile le travail manuel qu'on faisait. Donc déjà, se simplifier la vie. Donc c'était prendre un CRM, faire tomber cet énorme spreadsheet, parce que quand tu es à 3 sur la même spreadsheet toute la journée, ça commence à être compliqué, ou à 4. Donc prendre un CRM, avoir notre base de clients dedans. Le deuxième truc que j'ai automatisé, je crois, c'était tout ce qui est, c'était les prémices de l'équipe de data qu'on a chez nous. Mais c'était être capable, avec mon CRM, d'extraire de la donnée et d'avoir mon reporting de j'ai fait de combien de clients aujourd'hui, pourquoi, comment, etc. etc.
C'est ultra important pour nous parce qu'à cette époque-là, donc, on a commencé avec 50 000 euros. Les 50 000 euros commençaient à réduire, puis il faut payer les salaires. Donc, tu as des revenus de clients, hein, mais il faut quand même payer les salaires. On avait à ce moment-là du coup, des revenus d'affiliation de nos fournisseurs. Mais sauf que quand tu fais un client le 1er avril, ça sera compté dans ton revenu d'affiliation du mois d'avril. Donc, en gros, on va se parler avec le fournisseur début mai, et puis on va faire une facture mi-mai, et il va la payer mi-juin, s'il la paye à l'heure. Donc, entre début avril et mi-juin, il se passe quand même un paquet de temps. Et donc, on avait notre besoin en fonds de roulement qui commençait à augmenter, nos 50 000 euros qui commençaient à diminuer, parce que toutes nos initiatives n'étaient pas non plus 100% réussies, donc ça commençait à diminuer. Donc, on devait bien gérer la partie data et le cash. À certains moments, on avait des feuilles de suivi de trésorerie du cash au jour le jour quasiment pour se dire c'est bon, ça passe pas. On avait aussi négocié avec nos premiers employés qu'on paierait les salaires le 10 du mois, ce qui est un truc tout à fait légal, mais je pense pas qu'il y a. En fait, tu as le droit de choisir, c'est assez rigolo d'ailleurs. En droit français, on a le droit de choisir la date de paiement des salaires qu'on veut, tant qu'on ne la change pas tout le temps. Et nous, on avait choisi, je ne sais plus, le 10 ou le 12 ou le 15, un truc comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça, mais nous, ça nous permettait de nous faire payer et de payer les salaires juste derrière. Ouais. Et donc voilà, donc un des premiers trucs qu'on a mis en place, c'est ça, c'est ce côté data et chiffres pour voilà. Donc ça automatise pas grand-chose. Enfin si, ça automatisait parce que avant qu'on ait ça, c'était moi qui allais voir chaque mec avec mon cahier, qui disait ok, t'as fait ça, ça, hop, qui allait taper dans mon Excel. Enfin, donc j'étais avec mes petits bâtons pour essayer de calculer combien on allait avoir de revenus sur ce jour-là ou des trucs comme ça. Ouais. Donc ça a automatisé quand même ça. Ouais, Et puis après, la deuxième chose qu'on a automatisée, c'était la téléphonie. Donc tu vois, on n'est toujours pas dans l'automatisation, ce que tu entends vraiment comme automatisation, à savoir le parcours produit self-care où la personne, elle arrive, elle fait son contrat, elle repart toute seule. Ça, c'est arrivé encore juste après, pas très longtemps après, mais juste après. Et là, au début, on a déjà automatisé la téléphonie parce qu'en fait, on commençait à avoir 5-6 personnes au téléphone. Ça devait être en octobre, novembre 2015. Et, là, tu as des personnes au téléphone. Et on avait pris c'est rigolo, on avait pris des téléphones chez OVH, qui, je crois qu'ils le font toujours d'ailleurs, ils te font pas payer le téléphone. Enfin, ils te font juste payer la caution pour le téléphone, mais sinon le téléphone est à eux. Quand tu Et, parles du téléphone, c'est le numéro. alors, le numéro, tu le loues par mois, genre 1 euro Ok. par mois, et il te donne un espèce de téléphone fixe, un gros Cisco téléphone fixe, comme ça, D'accord, où ok. tu peux brancher un casque. Ok. Et ce truc-là est gratuit, enfin, tu payes juste la caution, tu le rends à la fin. Ouais. Et donc, du coup, pour 4 euros, tu as un abonnement téléphonique. Alors, si tu appelles, tu payes un peu, mais nous, on recevait des appels, donc ça allait. Et avec ton téléphone. Et tu peux faire des paramétrages où tu dis, en fait, j'ai un numéro en entrée, et puis ça redistribue sur 5 ou 6 téléphones en sortie. Ok. Par contre, ce que tu ne pouvais pas faire à l'époque, je crois que maintenant on peut, mais ce que tu ne pouvais pas faire à l'époque, c'est que tu ne pouvais pas voir combien tu avais de gens qui attendaient. Et donc, en fait, on ne savait pas trop si on avait beaucoup de clients ou pas. Dès que c'était les moments un peu, alors à midi, ça allait, c'était tranquille, le soir aussi, mais dès que tu avais des moments un peu de pic, à 10 heures du matin, tu ne savais pas trop s'il y avait plus de clients que ce qu'on pouvait traiter ou pas. Et en fait, tu décrochais, c'était un peu le tirage au sort, quoi. Tu décrochais, et à un moment donné, même on avait un téléphone, on décrochait, on faisait passe, 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 pour compter le nombre de numéros de téléphone différents qui étaient en attente, parce que on n'avait pas de vision de la file d'attente, quoi. Et donc, un des trucs qu'on a commencé à automatiser, c'était la téléphonie. On a, en fait, tu as plein de logiciels de téléphonie qui font ça, Ouais. qui sont dédiés à ça, où du coup, tu décroches directement dans ton PC, tu vois la file d'attente. Enfin, Aircall, par exemple, en est un très connu, très adapté aux petites boîtes. Je pense que si ça avait existé à l'époque, on aurait pris ça. Ouais. Et Aircall ou autre, hein. Et du coup, à l'époque, on a regardé un peu les logiciels de téléphonie et, voilà, et on a été sur un logiciel de téléphonie pour aller automatiser ça. Ça nous a demandé de l'implémenter, de le connecter, etc. Donc, Ouais. ça a été notre deuxième chantier après le CRM.
Ouais. Et une fois qu'on avait ces deux trucs qui étaient à peu près correctement tuilés, qu'on avait la data qui sortait de ces deux trucs et qu'on pouvait, de manière relativement automatique, avoir un graphique de j'ai fait combien de clients et j'ai pris combien d'appels, euh, après, on s'est dit, OK, mais maintenant, on va automatiser la partie client. Et donc là, on a commencé à construire ce qui était derrière notre site de présentation. Donc finalement, notre site internet, il n'avait pas bougé depuis la première semaine. J'exagère un peu, hein, mais voilà, il y avait toujours un numéro de téléphone dessus et tu n'allais pas très loin. Et on a commencé à construire ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire que ben, tu enlèves le numéro de téléphone et la personne, elle peut cliquer, rentrer dans un parcours Ouais. et puis faire ses contrats, etc. Ben, on a commencé à ce moment-là, ouais, après 6 mois de boîte, je dirais. Ouais. 6-7 mois de boîte. Ouais. Ouais, d'accord. Et le CRM, j'imagine, vous avez pris un truc sur l'étagère aussi. Le CRM, on a pris celle-ci à l'époque. D'accord. Celle-ci, qui est un CRM qui était sur l'étagère avec un prix de licence tout à fait Ouais. correct Ouais. et qui faisait plein de trucs. En tout cas, ça faisait largement ce qu'on voulait. On Ouais. a tout réimporté. Un vendredi soir, on a fermé la spreadsheet, j'ai coupé les accès à tout le monde, j'ai bossé tout le week-end et lundi matin, ils étaient sur le CRM. Ouais. Ah, c'est fou, ouais. Et donc, en fait, le driver, au début, c'était les tâches chronophages, en fait. Euh, et puis, comment tu as pris la décision, peut-être j'interprète, mais c'était ce qui prend du temps pour vous faire gagner du temps, vous allez automatiser, et puis après, il y avait aussi un besoin d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe dans le business, et donc toute cette couche de reporting ou de remontée d'indicateurs, en fait. Ouais, en fait, si je dois l'analyser a posteriori, notre premier driver, ça a été comment je peux. Enfin, ça a été la croissance. Ça a été vraiment. Si je n'automatise pas ça, ça ralentit ma croissance parce que ça ralentit mes gars, il faut que j'embauche plus, et du coup, ça me demande du temps pour embaucher, etc. Donc, ça ralentit ma croissance. Tout ce qui ralentissait la croissance, on l'a priorisé. Typiquement, être trop nombreux sur une spreadsheet, ça ne tient plus. Ben, du coup, on passe 2 fois plus de temps avec le client, donc ça ralentit la croissance. Ouais, Pas être capable de savoir si on a d'autres clients en attente et donc potentiellement pas bien les gérer pour pouvoir les rattraper, bah, ça ralentit la croissance. Et donc, on l'a priorisé dans ce ouais, sens-là. Et dès lors ouais, que ça pouvait. Pareil pour la data, en fait. Pourquoi c'était ultra clé? Parce que on voulait. Enfin, en gros, tu mets le curseur à plusieurs endroits, mais si on dépensait trop en marketing, probablement qu'on aurait eu plus de clients et plus de croissance, mais on pouvait faire cracher la boîte parce que bah, clairement, on n'avait pas beaucoup de marge et pas beaucoup de trésor. Et si on n'investissait pas assez, on ralentit la croissance. Et du coup, pour mettre le curseur au bon endroit, on avait besoin de data. ouais, C'est pour ça qu'on a fait ça en premier aussi. Et ouais, puis après, on s'est dit, OK, comment est-ce que j'accélère encore plus la croissance? Et là, je développe une vraie application ouais, bien, client, etc. Mais on ne voulait pas le faire day one parce que on s'est dit, construire une application euh, super sur un marché que tu ne connais pas, euh, avec des compétences que tu n'as pas, parce qu'aucun de nous deux n'avait une expérience de produit ou de tech dans une grosse boîte, voilà. Sans budget. On avait toutes les chances de faire un truc. Alors aujourd'hui, avec du no-code, on aurait pu beaucoup plus facilement tester. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'outils. En 2015, quand on a lancé, on avait toutes les chances de passer 6 mois, de cramer tout notre argent et de se retrouver avec un truc qui n'avait pas du tout, qui n'était pas du tout bon pour le marché. Et surtout, c'était rigolo à faire. Enfin, on avait toutes les chances aussi de passer tout notre temps à faire ce truc-là super rigolo, à être hyper content de notre produit et à le montrer à tout le monde, au lieu de se concentrer, nous, sur comment je trouve des clients, comment j'apprends le métier et comment je le sers bien. Et du coup, on s'est dit, OK, d'une part, trop de chances que ça échoue, et d'autre part, c'est trop confortable pour nous, on va faire ça, on sera très content de le faire. C'est super, c'est exactement ce qu'on veut faire, mais du coup, pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose. Donc, ouais, on s'est volontairement fait un peu violence pour se dire, bah, de toute façon, on a lu The Lean Startup, hein, et ce qu'on en a tiré, c'est qu'à un moment donné, il faut se faire violence, quoi. ouais, C'est pas agréable de sortir ton produit quand il n'est pas prêt, mais il faut le faire, quoi. ouais, C'est pas agréable de
de te faire engueuler par le client au téléphone parce que tu as fait n'importe quoi sur son contrat. Mais bon, sinon, tu fais pas son contrat et tu apprends le métier, mais ça peut durer des mois avant que tu sois prêt pour. Voilà, donc il y a un moment, il faut le faire. Et du coup, on s'est dit, on privilégie ce truc-là un peu désagréable, on le fait. Et puis après, on fera la partie rigolote de faire la. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le piège que tu as décrit. Il y a aussi quelque chose que je me dis, c'est le fait que vous étiez si longtemps en interaction avec le client, ça vous a permis d'apprendre exactement tout ce qui se passait et de beaucoup mieux comprendre les clients que juste d'avoir proposé une interface en disant, bah, tiens, voilà, et tu te débrouilles, quoi. Vous avez vu ces retours. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous traitez encore une partie de la clientèle par téléphone ou c'est tout maintenant à travers un site Internet? Non, on traite encore une partie de la clientèle par téléphone à n'importe quel moment du parcours. Tu as toujours un numéro de téléphone et dès que tu veux nous appeler, tu peux. D'accord. Et ça correspond à quoi? Il y a 10% de votre clientèle, quelque chose comme ça? Ouais, même un peu plus. Parce qu'en fait, c'est une grosse. Enfin, le déménagement, c'est stressant par définition. Et notamment, ces contrats-là sont stressants et tu es toujours un petit peu angoissé de te dire si j'arrive et que j'ai pas d'électricité ou que j'ai pas le gaz, que je dois baigner mes enfants dans de l'eau froide. Donc, du coup, tu as toujours un peu ce stress-là. Et alors, soit parce que t'as pas trouvé ce qu'il te faut ou tu as une question, etc. Auquel cas, là, c'est nous qui avons mal fait notre boulot et mal fait l'interface et tu aurais dû trouver la réponse. Donc, ça, c'est mais aussi, parfois, juste parce que tu es stressé et que tu as envie de quelqu'un qui te répète exactement ce que tu as lu et qui te dise, ne vous inquiétez pas, c'est bien Ah, enregistré de sûr. notre côté. C'est pas parce que c'est sur Internet que ça marche pas. Vous aurez bien de l'électricité dans la vie réelle, mercredi prochain comme prévu, etc. Tu as besoin de cette interaction humaine pour te rassurer. Donc, du coup, ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y ait des gens qui nous appellent. Ouais, ouais. Tu sais, dans Lean Startup, on parle de pivot. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez fait une ligne droite. Vous n'avez pas trop pivoté, à part sur le business model au début, enfin le modèle de revenu. Mais sinon, c'était proposition de valeur, etc. Besoin client, ça s'est un peu ajusté, mais il n'y a pas eu de gros changements, quoi. Non, il n'y a pas eu de gros changements parce que, enfin, même en fait, ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'interface digitale, etc., c'était un peu le but dès le départ. Euh, c'est pas vraiment un pivot, c'est plus qu'on s'est dit, OK, ben, notre route, c'est pas de construire ça en premier, c'est d'abord de prendre les clients au téléphone, etc. Et du coup, non, il n'y a pas eu de pivot. Je pense que si on avait foncé direct dans le digital, construit une app qui probablement aurait pas convenu, après, on aurait pu probablement pivoter pour se dire comment je peux maintenant comprendre mon marché et améliorer mon app. Nous, on a de suite pris une voie un peu détournée Ouais, pour bien comprendre le truc. ouais. À part lire le bouquin Lean Startup, est-ce que vous êtes fait accompagner, aider par des structures, des incubateurs, accélérateurs? Comment vous êtes éduqué un petit peu là-dessus? On s'est fait accompagner par euh, quelques accélérateurs à l'époque. Je me souviens même plus de tous parce que en fait, on n'est pas, enfin, ça ne nous a pas pris le plus clair de notre temps, très clairement. On s'est interdit assez rapidement dans l'aventure tout ce qui était concours, jeux entre startups, etc. Tout ça, on n'a pas fait. D'accord. Parce Parce qu'on que, avait, pour une raison simple, c'est que on avait le sentiment, c'est probablement en partie faux et ça a probablement changé aujourd'hui, mais on avait quand même le sentiment que tu perdais une journée ou deux de ton temps. Bon, il faut dire qu'à l'époque, on était quand même, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais on était quand même euh, assez parcimonieux de notre temps. On bossait énormément, hein, on a vraiment bossé beaucoup, beaucoup pendant les premières semaines. Et du coup, perdre une journée, ça avait un vrai impact sur notre semaine et ce qu'on arrivait à sortir. Et du coup, passer une journée à préparer et une journée à aller pitcher pour un concours où en fait, tu avais plein de startups, tu arrivais avec un projet super construit et à la fin, c'est une startup qui avait une application où tu caressais des chats qui gagnait. Enfin, j'exagère un peu, mais ouais, c'est ça. ça nous frustrait énormément. Et donc, on avait le sentiment, si tu veux, qu'avec un projet qui parlait de formalités administratives, on n'y arriverait pas, que c'était pas le truc sexy pour les concours Ouais. et que c'était pas là qu'il fallait aller. Donc, nous, on a abandonné ça tout de suite. Je pense que c'est faux, hein. Tu as, des très beaux acteurs
qui arrivent avec des sujets d'assurance, de mutuelle, tu vois, donc en vrai, je pense que c'est complètement faux et que si on avait été extrêmement bon en communication, on aurait probablement pu faire tirer notre épingle du jeu. Mais du coup, on a senti que nous, on n'y arriverait pas, donc ça, on se fait interdit. Le seul truc qu'on ait fait, c'est de postuler au Y Combinator. Ça, on l'a fait en la toute première année, parce qu'on avait une stagiaire à l'époque qui voulait absolument qu'on le fasse. Et puis on a dit, bah vas-y, fais un dossier, et puis si on est retenu, on jouera le jeu, tu vois. Et on a été retenu, on a fait une petite vidéo, un soir au bureau, on a été retenu, et après ils nous ont envoyé 2 billets d'avion pour aller pitcher à San Francisco. On s'est dit, on y va, on n'y va pas, on va perdre 3 jours. On s'est dit, bon, allez, on n'a pas fait tous les pitchs, tous les machins, tous les trucs, mais là, peut-être que ça vaut le coup de perdre 3 jours, d'y aller et de voir ce qui se passe. On y est allé, on a été retenu. Et puis, s'en est suivi une grosse discussion parce que l'intérêt du Y Combinator, c'était quand même, enfin déjà, il nous demandait de l'equity, et donc l'intérêt qu'on avait derrière, il était surtout si on allait s'installer avec une partie de l'équipe aux États-Unis et qu'on était capable d'adresser le marché américain, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas dans les semaines qui suivaient notre accélération de programme. Et, et on a conclu là-dessus que ça allait être compliqué pour nous. On avait déjà une petite équipe, une petite traction à Paris, ça voulait dire abandonner tout ça pour aller sur un marché qu'on connaissait encore moins que le marché français, qu'on avait déjà bien creusé. Donc on s'est dit qu'en fait, ça allait être trop compliqué, qu'on allait vouloir se disperser, on n'allait pas y arriver. Du coup, on a refusé. Mais par contre, on a gardé le logo et la petite aventure. On s'en est servi quand même comme carte de visite pendant quelques mois derrière. Donc c'était plutôt une bonne idée d'y être allé, je pense. Ouais, ouais, super, super. Et levée de fonds, vous avez décidé de lever des fonds à un moment Ouais. Levée de fonds, elle est arrivée après Y Combinator, après tout ce dont on vient de parler, au moment où, si tu veux, on commençait à construire une première plateforme digitale, la lancer sur le marché, avoir une première petite traction sur cette plateforme digitale. Et là, on s'est dit, OK, on avait une idée, on a construit un business model qui fonctionne, on a une sorte de proof of concept à une échelle pas trop ridicule, parce qu'on avait quand même un peu de traction. Par téléphone, par une petite application, on commence à avoir un petit truc. Maintenant, pour aller plus loin, en fait, on s'est dit, il va falloir qu'on structure, qu'on embauche un COMEX et une vraie équipe tech et produit pour scaler un peu le truc. Et donc, à ce moment-là, on a levé 10 millions d'euros. 10 millions d'euros auprès de VC français, notamment Partech, Idinvest et Kima. Premier investissement, 50 000, et puis après le prochain, 10 000. Quoi. Effectivement, on n'a pas fait on n'a pas fait de seed, on n'a pas fait de pré-série A ou de trucs comme ça. On a fait directement le série A. Parce que c'était un peu notre stratégie. Ouais. C'était un peu notre stratégie parce que d'une part, on a un business model qui est rentable. Donc, tu vois, c'est pas Uber qui t'acquiert et qui espère que tu continues à utiliser le taxi pendant 2 ans pour pouvoir te rentabiliser. Nous, tu déménages. Donc, en fait, dans les 15 jours qui vont suivre ou les 3 semaines qui vont suivre, tu vas déménager avec nous ou pas. Et donc, on sait si c'était une acquisition client rentable ou pas. Ouais. Donc, on a un business model qui, par définition, est quand même rentable. Alors, plein de trucs à financer, du bien à faire, etc. Mais le business model est rentable. Et d'autre part, on était toujours un petit peu dans cette optique de une levée de fonds, c'est comme des accélérateurs, etc. C'est-à-dire que tu peux vite passer beaucoup de temps à avoir beaucoup de VC, préparer beaucoup de prêts, jouer beaucoup de violon et pas te concentrer sur ton business. Donc nous, on était business, business, business. Et à un moment, on a dit, OK, maintenant on débranche, on essaie de faire la levée de fonds le plus rapidement possible. Et après, on se remet dessus et c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, on l'a fait, je dis maintenant on débranche, mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est mon associé qui a dit OK, moi je débranche, toi tu fais le business. Et, en fait, pendant les 3 mois où je vais débrancher, tu n'as pas le droit de lâcher quoi que ce soit parce que c'est pas le moment où il faut que ça commence à flancher. Sinon, ça va être extrêmement difficile de lever des fonds. Et du coup, voilà, on s'est séparé les rôles et on a fait la levée à ce moment-là. Ouais, ouais. Benoît, il est 2 heures, je sais que ton temps est important. Est-ce que peut-être moi j'ai encore plein de questions sur la croissance et comment tu as répliqué le modèle dans d'autres endroits et à l'international aussi, mais on va peut-être laisser ça pour une autre fois.
Est-ce que, voir si Yann, Bastien, Christophe, Laurent ou Yacine, vous avez une question, ou je ne sais pas s'il te reste 5 minutes, Benoît. 5 minutes, après j'ai un meeting à 14h, il va attendre 5 minutes, mais Ah, ok, ok, bah vas-y, alors merci, c'est gentil. Du coup, si vous avez une question, vous pouvez mettre votre micro et puis poser la question directement. Ouais, bonjour, c'est Laurent. Merci Benoît, c'était très intéressant. Merci Franck pour les questions. Du coup, j'en ai pas beaucoup parce que j'avais déjà tout posé. Je m'intéresse en ce moment à un petit sujet qui est les avis clients. Donc, c'est assez intéressant dans la démarche de Paperless puisque bon, il y a effectivement le trigger du déménagement, mais on voit aussi qu'il y a d'autres triggers sur la partie énergie. Enfin, il y a d'autres éléments, donc ça ressemble un petit peu à un comparateur aussi. Enfin, on arrive un petit peu à ces éléments-là. Et donc, je regardais un petit peu comment tu traitais la partie gestion des avis clients. Et en particulier, je regardais sur Trustpilot la gestion des avis à 1 étoile. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et donc, comment c'est traité après en interne pour voilà, essayer de rattraper le coup. La difficulté de Trustpilot, c'est une fois que c'est marqué 1 étoile, ça reste à 1 étoile. Voilà, comment tu gères cette partie avis cliente, s'assurer que effectivement les utilisateurs sont satisfaits. C'est toujours difficile. En tout, là, on est à sur 1700 avis, je ne sais pas, sur 3 ans, parce que là, ça a été mis en place en 2018. Combien de clients en fait ont été servis et donc combien donnent leur avis en fait, parce que c'est aussi très compliqué de collecter l'avis client. oui. D'une part, c'est compliqué. Et d'autre part, enfin, nous, on est dans un business où l'avis client, il est parfois biaisé par des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Typiquement, si tu déménages avec nous, qu'on souscrit une box avec un grand opérateur du marché, et que cet opérateur se rate et t'envoie pas la box dans les délais ou active pas bien ta ligne, etc., peut-être que nous, on a fait 100% du boulot hyper bien, et en fait, toi, tu es déçu parce que ce que tu voulais, c'est Internet, quoi. C'est pas un bon service Paperless. Et donc, du coup, ben, tu vas nous mettre 1 étoile alors que c'est pas notre faute. Mais c'est pas grave, c'est juste qu'on doit faire 2 fois le service client, le nôtre, bien sûr, parce que ça arrive aussi qu'on fasse des bêtises. On essaie de pas trop le faire, mais ça arrive. Et celui des fournisseurs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à l'époque, on avait quelque chose de beaucoup plus manuel, mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que dès lors que tu as un avis client, je crois que c'est 1 ou 2 étoiles, déjà, ce qui est sûr, c'est que tu vas remonter immédiatement à notre équipe de support qui va regarder ton dossier. Si tu nous as appelé au téléphone, réécouter la conversation si elle a été enregistrée, relire les messages email, regarder toutes tes infos, regarder ta situation et déjà se faire une avis sur ton dossier et essayer de te rappeler, si possible par téléphone, sinon par email. Mais en général, on aime bien le faire par téléphone parce que quand tu as la personne au téléphone, tu peux vachement bien démêler les choses et nous, on aime bien ça. Puis tu as un côté humain qui se crée où tu dis, OK, enfin, ça sert à rien de crier, il y a une vraie personne en face de moi, il est en train d'essayer de faire son max pour régler le truc. D'ailleurs, ça arrive plein de fois que tu aies des avis. Enfin, ouais, et ensuite, on essaye de démêler les choses. Et alors, parfois, c'est de notre faute. Parfois, c'est pas de notre faute. Parfois, juste des explications suffisent. Et puis, parfois, juste des explications ne suffisent pas. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que nous, on a des rapports privilégiés avec les fournisseurs. Donc, on se rapproche d'eux et on regarde avec eux si c'est un problème avec eux ou si on peut changer quelque chose, s'il y a une prise en charge qui est possible. Et dans certains cas où c'est de notre faute, ou alors où le fournisseur ne veut pas accepter quelque chose, etc., c'est déjà arrivé que nous, on prenne en charge. Donc là, on dit à la personne, vous avez raison, et on lui fait un chèque, quoi. On lui fait un chèque des mois de box qu'il n'aurait pas dû avoir parce qu'on lui a donné une mauvaise info, en fonction de l'erreur qu'il y a eu et de la raison pour laquelle la personne n'est pas contente. On va essayer de l'indemniser. Mais donc, nous, notre seule manière en fait, de faire en sorte, quand tu fais plusieurs dizaines de clients par jour, et quand en plus, derrière, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, c'est sûr qu'il y a des insatisfactions de temps en temps.
Mais notre seule manière de le contrer, en quelque sorte, c'est un, d'être très réactif et très humain dans la réponse qu'on apporte, et deux, si vraiment c'est de notre faute, ben, de prendre nos responsabilités et d'indemniser. C'est peu courant, enfin, il y a peu de fournisseurs qui le font, mais en fait, ça se sent, et parfois quand tu lis les avis, tu peux voir qu'il y a des gens qui ont mis des mauvaises notes, qui vont ensuite mettre une bonne note en disant finalement j'ai changé d'avis, j'ai été indemnisé et tout s'est bien passé pour moi, ou alors qui vont dire je suis pas content du service, mais en fait je suis très content de la personne que j'ai eue au téléphone, donc qui vont mitiguer un peu leur truc et qui comprennent que ben, parfois on rate, mais on n'a pas fait exprès, enfin, on a fait notre max pour eux et ils sont capables de le comprendre. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Dans tous les cas, tu as pris plus de 5 minutes. Donc, merci beaucoup. Il y a un très bon bouquin, merde, j'ai oublié son nom, de la personne de Capitaine Train sur le service client, qui décrit bien ce côté avis client et la manière de répondre. Et eux étaient confrontés au même problème que nous, à savoir que bah, quand tu prends un billet de train sur Capitaine Train, potentiellement la SNCF décale ton train et c'est pas leur faute. Mais donc, il prend bien en compte ce truc-là. Et en fait, pour moi, quand tu es dans cette situation-là, tu dois expliquer que c'est pas ta faute, mais tu dois résoudre le problème. Et c'est ça la clé, parce que si c'est juste dire c'est pas ma faute, appelle tel numéro, ben, ça marche pas, quoi. On fait plus notre boulot. Super. Jonathan Lefebvre, apparemment, dit Bastien. Oui, exactement. Ouais. Super bouquin. Ok, super. Bah, écoute, merci. Et bah, bonne continuation. Et puis si on déménage, on pense à toi alors. Ça marche. Avec grand plaisir. Et puis vous mettez 5 étoiles après. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci Benoît, bon après-midi. Au revoir.